Pascal Boniface est notre invité au cœur de l'info ce soir. Nous allons donc revenir avec lui sur les derniers développements dans la bande de Gaza. Cette trêve avortée, cette aide alimentaire distribuée au compte-gouttes qui entraîne des scènes apocalyptiques. Sur la responsabilité aussi de la communauté internationale. Ce qui s'effondre sur Gaza s'effondre-t-il sur tout le monde? Le dernier livre de Pascal Boniface, Permis de tuer, analyse la difficulté d'un débat éclairé. Bonsoir Pascal Bonsoir. Boniface. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Alors, revenons tout d'abord sur cette trêve que l'on attendait éventuellement pour ce week-end. C'est un échec. Que nous dit cet échec aujourd'hui? Que les positions entre le Hamas et Israël sont irréconciliables et qu'il n'y a pas vraiment un arbitre. Le Hamas voulait avoir une certitude d'une paix définitive, qui n'est pas un cessez-le-feu provisoire pour que Israël reprenne les combats en échange de la libération des otages, qui est inacceptable pour Israël. Surtout, c'est que les deux ministres extrémistes qui sont dans la coalition, Ben Gvir et Smotrich, ont dit que s'il y avait eux un cessez-le-feu, ils quittaient le gouvernement et donc ils tiennent un petit peu Netanyahou, puisque s'ils quittent le gouvernement, la coalition tombe, le gouvernement tombe, et donc ils ont plus d'impact sur Netanyahou que le reste du monde, que le reste de la communauté internationale. Il y a des appels, le président Macron l'a encore rappelé à Singapour en disant que si il se passait quelque chose à Gaza, on en tiendrait pour responsable la communauté internationale, et pour l'instant ce sont que des paroles, il n'y a pas d'acte. Et donc effectivement, il y a finalement un laisser-faire pour Israël, et Netanyahou a assez peu d'incitation à changer de politique. S'il change de politique, il peut perdre le pouvoir. S'il continue la politique, il reste au pouvoir, et il n'y a pas de réelle sanctions au niveau international, sauf un discrédit extrêmement fort qui va toucher Israël de façon durable. On va revenir sur ces potentiels garde-fous, mais je voulais avant tout qu'on aille dans la bande de Gaza, sur ces conditions de vie des Palestiniens dont on parle quotidiennement. On vient de parler tout à l'heure dans nos journaux de ces tirs lors de distribution d'aide alimentaire. Ce sont des Palestiniens qui luttent pour leur survie. C'est vrai qu'on entend beaucoup dénoncer les pillages, mais on a des êtres humains qui n'ont rien à manger chaque jour, qui ont besoin de se nourrir. Rami Abou-Jamous, qui est sur place, qui est notre journaliste sur place dans la bande de Gaza, nous disait encore cette semaine, on attend, à propos de cette trêve, on attend une bonne nouvelle. Et c'est vrai que pour eux, c'est la fermeture d'une porte, alors que tout est déjà fermé dans ce territoire. Parce qu'il y a quand même un blocus de l'aide depuis le 3 mars, donc c'est quand même très long. Il y a des bombardements quotidiens, donc il y a des morts tous les jours. Et puis, tout simplement, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'infrastructure. Les conditions d'hygiène, de santé sont tout à fait déplorables. Il y a bien sûr les morts par les bombardements, mais il y a aussi les morts faute de soins médicaux, faute d'alimentation aussi. Et donc, c'est vraiment apocalyptique. C'est vraiment déjà l'enfer sur Terre. La vie quotidienne est absolument irrespirable pour les habitants de Gaza qui sont les victimes de cette situation. Or, vous le rappelez dans votre livre, c'est condamnable. C'est listé par le droit international. Affamer une population, c'est passible. Les bombardements de populations civiles sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. La question de se pose de savoir s'il y a ou non génocide. Mais de toute façon, la Convention de 1948 sur le génocide est une convention de prévention, pas seulement d'interdiction. Donc s'il y a un risque de génocide, et ce risque est établi, il faut agir. Or, pour le moment, on voit bien que l'ensemble des dirigeants, notamment occidentaux, mais pas seulement, mettent en garde Israël en disant il ne faut pas faire ceci, cela ne nous convient pas, tout ceci est inadmissible. Mais il n'y a pas de... Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, on a pris des sanctions immédiates. Il n'y a aucune sanction qui a été prise contre Israël, alors que ça fait maintenant 20 mois que les bombardements sont continus sur les civils à Gaza. Alors, il n'y a pas eu de sanctions, mais il y a eu des condamnations de la Cour pénale internationale concernant Benyamin Netanyahou, concernant évidemment le Hamas. On va y revenir dans un instant. C'est vrai que la vie des Palestiniens, c'est ce qui nous impressionne aujourd'hui, enfin depuis des mois, c'est que la vie des Palestiniens est entre les mains de deux pays. Les États-Unis et Israël sont les seuls à décider de l'avenir de ce peuple. Dans la mesure où les États-Unis sont les seuls à pouvoir faire réellement pression sur Israël et qu'ils ne le font pas plus Biden que Trump, et que Israël, pour des raisons surtout de politique intérieure, il y a de plus en plus d'Israéliens qui protestent parce qu'ils pensent déjà au sort des otages, et effectivement la vie des otages est encore plus en danger plus le conflit dure, et on peut s'inquiéter sur le fait qu'il y a encore des otages vivants qui puissent être libérés. Et puis maintenant aussi, il y a les Israéliens qui commencent à comprendre que l'image d'Israël est fortement atteinte par ce qui se passe, parce que même dans les médias occidentaux, on commence un peu à avoir une idée assez précise. Même si le territoire est fermé, il y a quand même des gens qui sont à Gaza, qui envoient des images. Et donc, il y a effectivement, Israël risque de devenir un État paria. Et donc, Netanyahou est de plus en plus contesté, mais en fait, il avance, il continue à avancer, il continue sa politique, qui est uniquement une politique militaire, sans aucune perspective politique.
pays paria, c'est effectivement un terme qui a été repris sur ce plateau par Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur israélien en France. Je me sens étranger dans mon pays. Je crains que la raison ne l'emporte pas. Cette société civile israélienne, on a l'impression finalement qu'elle est peut-être le dernier espoir, mais elle est clivée là aussi. Elle est très clivée et en fait, la plupart des Israéliens traumatisés par le 7 octobre veulent une vengeance et ne prennent pas du tout en compte la question palestinienne. La majorité est hostile à la création d'un État palestinien, qui est pourtant la clé pour amener plus de sécurité. Et les gens comme Eli Barnavi sont malheureusement minoritaires. Ils sont très minoritaires en Israël. Les partisans d'une solution de force sont beaucoup plus nombreux que les partisans d'une solution diplomatique. Et pourtant, au niveau politique, on les entend de plus en plus. Je pense à Yair Golan, je pense même à Ehud Olmert, qui était un ancien du Likoud, effectivement, qui a été ancien Premier ministre. Et effectivement, ils sont inquiets pour l'avenir d'Israël. Dans quelle société les Israéliens vont vivre et quelle image aura Israël à l'avenir? Parce qu'au fur et à mesure, on a quand même chaque jour, la liste des morts s'allonge chaque jour. Et le nombre de 54 000 est sous-évalué parce qu'il ne compte pas ceux qui sont sous les décombres qu'on n'a pas retrouvés et ceux qui meurent suite à leurs blessures sans être soignés ou ceux qui, faute de traitement médical, qui pourraient être guéris en temps normal, ne le sont pas. En plus, la famine est là. La famine, pour des raisons politiques. C'est pas une catastrophe naturelle. C'est bien des raisons politiques. Donc, effectivement, c'est extrêmement grave. Et on a un peu l'impression que la communauté internationale, ou ce qui fait appel à la communauté, regarde cela, condamne, n'est pas contente, mais ne prend aucune décision réelle. Quels sont les leviers d'action de la communauté internationale? Où est-ce qu'on en est, par exemple, dans la fourniture d'armes à Israël? Est-ce que seuls les États-Unis aujourd'hui fournissent des armes? Oui. Ou est-ce qu'on fournit encore des armes à Israël? Disons, de plus en plus de pays arrêtent la livraison d'armes à Israël. Les États-Unis continuent sur une grande durée. Mais ce qu'il faudrait, c'est faire pression pour montrer qu'à Israël, qu'il n'y a pas d'impunité à ce qu'il fait. Mais pour l'instant, une fois encore, Netanyahou se dit, si j'arrête la guerre, je perds le pouvoir. Si je la continue, j'ai les condamnations morales, mais il n'y a aucune condamnation réelle. Il n'y a aucune entrave réelle à mon action. Donc en fait, il a plus intérêt à continuer la guerre qu'à l'arrêter. D'autant plus qu'on parlait tout à l'heure de la Cour pénale internationale, il y a un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et on voit que là aussi, les pays occidentaux, la France notamment, s'arrangent un peu avec la Cour pénale internationale, avec le droit, et autorisent Benyamin Netanyahou à éventuellement venir en France sans l'interpeller, sans l'arrêter. Voilà, alors la Hongrie s'est même retirée de la convention de la Cour pénale internationale pour permettre à Netanyahou de venir. Les États-Unis ne sont pas signataires, donc il peut encore aller dans certains pays. Et en fait, c'est le crédit du monde occidental qui est en cause, parce que tous les pays de ce qu'on appelle le Sud global dit vous êtes très sévère quand une violation du droit international, si ce sont vos rivaux, vos ennemis. Par exemple, la Russie, il y a un mandat d'arrêt qui a été mis contre Vladimir Poutine et tout le monde approuve, et il est certainement mérité. Mais par contre, dès que c'est votre ami israélien qui est en cause, vous ne faites rien. Et donc, en fait, le crédit moral, alors que l'Occident aime bien donner des leçons de bonne conduite au reste du monde, le crédit moral du monde occidental est très largement mis en cause du fait de ce deux poids, deux mesures qui est une réalité. Vous reproduisez d'ailleurs dans votre livre le communiqué des affaires étrangères concernant le mandat d'arrêt qui vise Poutine et le mandat d'arrêt qui vise Benyamin Netanyahou. Effectivement, l'un est beaucoup plus deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est vraiment, il y a un communiqué très très ferme et l'autre qui est très alambiqué, qui semble regretter, qui fait des ronds un peu en disant on a parlé d'une immunité diplomatique si Netanyahou venait en France. Et donc là, il sera quand même très difficile de dire qu'on est un pays attaché au droit international si on viole notre propres engagements par rapport à la Cour pénale internationale. Mais du coup, ainsi, on sabote nous-mêmes la crédibilité des institutions onusiennes, notamment. Tout à fait. Et effectivement, les résolutions des Nations Unies, il y a une résolution qui a été adoptée, qui demande un cessez-le-feu. Elle n'est pas mise en œuvre, sans parler d'une résolution qui a été adoptée en 1967, demandant à Israël de se retirer des territoires qu'il a conquis par la force, qui n'est toujours pas mise en œuvre. Et donc, effectivement, le Sud global est de plus en plus en colère contre ce deux poids, deux mesures, et nous en tient rigueur. Et finalement, il est plus difficile pour nous, ensuite, de pouvoir avoir une action diplomatique et d'être reconnu comme tel. Oui, parce que ce Sud global est à l'initiative, effectivement, à ces initiatives, à l'origine de ces initiatives, internationales. On parlait de l'adhésion de la population israélienne à cette réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza. On a appris cette semaine la mort de Mohamed Sinwar, le frère de Yahya Sinwar. Mohamed Sinwar dirigeait une poigne de fer, le Hamas, à Gaza depuis la mort de son frère. Ça, c'est la motivation première de Benyamin Netanyahou.
Netanyahou d'éradiquer le Hamas. C'est la raison pour laquelle, justifie-t-il, il détruit tout dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est possible d'éradiquer le Hamas? On sait qu'ils sont à Doha, on sait qu'ils sont à l'extérieur des frontières. Oui, de toute façon, en plus, on confond, on va plutôt éradiquer la population palestinienne que le Hamas. Le Hamas existe toujours. Au bout de 20 mois de guerre, le Hamas est toujours là. Et si on veut éradiquer le Hamas, il faut offrir une perspective politique aux Palestiniens. Le Hamas a profité de l'absence de perspective politique en disant finalement l'autorité palestinienne n'obtient rien, c'est nous qui obtenons quelque chose. Et effectivement, le secrétaire d'État américain, l'ancien Anthony Blinken, qui servait sous Joe Biden, a dit en janvier 2025, en quittant ses fonctions, qu'il y avait plus de miliciens du Hamas aujourd'hui qu'il y en avait en octobre 2023. Parce qu'effectivement, les bombardements, les morts provoquent la haine, la colère, et finalement redonnent une certaine légitimité pour les Palestiniens au Hamas. Il y en a beaucoup qui souffrent du Hamas. Ils aimeraient en être débarrassés, mais en même temps, le Hamas est renforcé par les bombardements. La population palestinienne est affaiblie par ces bombardements, pas le Hamas. S'il y a adhésion de la population, enfin d'une partie de la population israélienne à cette action militaire sur le terrain, est-ce qu'elle adhère pour autant à ce comportement qu'on pourrait qualifier de dictatorial de Benyamin Netanyahou? Je pense à ça notamment parce qu'il est en train de discréditer la justice, notamment. Oui, et les services spéciaux aussi. Il veut mettre quelqu'un qui lui est favorable à la tête du Shin Bet. Il a renvoyé, alors que il est quand même très largement responsable. Au début, le 7 octobre, c'est quand même l'impréparation de son gouvernement à cette attaque, à ces attentats du 7 octobre. Et donc, mais comme il est en période de guerre, il reste au pouvoir. Et donc, la poursuite de la guerre est un peu sa garantie de rester au pouvoir. Mais il n'y a aucune perspective. Qu'est-ce qu'il propose? Il ne propose rien d'autre que de continuer à bombarder avec, effectivement, le projet d'éradiquer le Hamas qui n'est pas du tout mis en œuvre au bout de 20 mois de guerre. Pascal Boniface, où sont les pays arabes? On ne les entend pas. Donald Trump a effectué une visite, il y a des accords économiques, on parle de beaucoup d'argent, d'accords entre les États-Unis et notamment les monarchies du Golfe. Alors là, apparemment, l'Égypte et le Qatar sont en train de travailler. C'est vrai que sans faire de mélange de genres, mais on célèbre la victoire du PSG qui appartient au Qatar. On sait que le Qatar accueille le bureau politique du Hamas, se trouve au Qatar. Comment est-ce que ces pays arabes ne sont pas davantage impliqués, ne font pas davantage pression pour protéger ou permettre en tous les cas au moins l'acheminement de cette aide humanitaire? C'est dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, l'Égypte n'a plus sa frontière avec la bande de Gaza, c'est Israël qui la contrôle. Et donc, on ne peut pas forcer ce blocus. Il faudrait s'opposer à l'armée israélienne. L'Égypte a accepté que l'armée israélienne prenne possession de la frontière. Alors, le Qatar joue les intermédiaires entre le Hamas et Israël. D'autres pays ont reconnu Israël, n'en viennent pas sur cette reconnaissance. Mais c'est certain que les pays arabes ne font pas suffisamment pression pour inverser le cours. Et ils essayent de convaincre Trump de ne pas mettre en œuvre son plan de faire une Riviera à Gaza, donc en vidant la population. L'Arabie saoudite s'y est opposée, mais en même temps, il n'y a pas d'action concrète des pays arabes, autre que des protestations, et donc eux aussi sont volontairement impuissants. Ils ne peuvent pas agir sur Israël. On voit qu'il y a un seul homme, Benyamin Netanyahou, qui décide de tout, et donc il est absolument incontrôlable. C'est la conclusion que l'on tire. Oui, effectivement, parce qu'il a une coalition qui le soutient et qu'il a donné un peu trop de pouvoir à ses deux alliés extrémistes, ceux-là même d'ailleurs qui avaient appelé à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc le processus de paix a été tué à la fois par les attentats aveugles du Hamas dans les années 90, mais aussi par ceux qui ont tué Yitzhak Rabin, qui sont aujourd'hui au pouvoir. On a reçu aussi sur notre antenne Jean-Pierre Filiu, historien qui a passé 6 semaines, qui a pu vivre 6 semaines dans la bande de Gaza, et on a tiré un texte qui vient d'être publié qui est très puissant, et il disait sur ce plateau: ce qui s'effondre à Gaza s'effondre sur tout le monde. Israël, en cassant la bande de Gaza, entraîne un chaos hors de contrôle, selon vous? Oui, parce qu'en fait, on voit qu'il se passe des choses qui sont absolument inacceptables. Et on assiste à cela en direct, sous nos yeux. On voit ce qui se passe. On voit qu'il y a des morts tous les jours. On voit qu'il y a un pays qui se dit la seule démocratie du Proche-Orient, qui bombarde des civils dans un comportement qui est tout à fait inacceptable, mais qu'on accepte de fait. Donc effectivement, pour les consciences humaines, pour ensuite faire appel à l'humanité, ça va être extrêmement grave. C'est pas seulement Gaza qui est en cause, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est la conception même de l'humanité. Et le fait de bombarder de façon sans limite, comme cela, tous les jours, des civils qui sont absolument sans défense, est quelque chose qui va laisser des traces et qui va laisser quand même un sentiment de culpabilité. Notre conscience est en jeu et l'image que nous avons de nous-mêmes, nous, démocratie, est en cause ici.
on comprend qu'il y a une valeur universelle, que ça va redéfinir notre rapport au monde. C'est le monde issu de la Seconde Guerre mondiale qui est en train, l'idée qu'on en a et qu'on avait construite, vous le citez, si je retrouve dans votre livre, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux ont voulu construire un monde dans lequel il serait impossible de voir se renouveler les drames qui venaient de martyriser et d'horrifier l'humanité. Les conventions de Genève sur le droit humanitaire, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été adoptées à l'initiative des pays occidentaux et pour la dernière avec l'opposition des pays communistes et des pays musulmans. C'est tout cela qui s'effondre aujourd'hui. Tout à fait, avec une violation constante du droit international. Donc l'ordre issu de 1945 pour protester, pour empêcher le renouvellement de la barbarie, eh bien, en fait, il est en train d'être déchiré, y compris d'ailleurs par les pays qui étaient à l'origine, notamment les États-Unis, qui étaient parmi les premiers rédacteurs de cet ordre et qui, déjà avec Biden, ne faisait pas grand-chose, parce que Biden protestait contre ce que faisait Netanyahou, mais n'a pas fait de gestes concrets pour l'en empêcher. Il envoyait à la fois l'aide humanitaire et des armes, donc c'était deux politiques contradictoires. Quant à Trump, il donne un blanc-seing total. Il se plaint des bombardements russes en Ukraine, même lui, alors que c'est un allié de la Russie de fait, il trouve qu'il y a trop de morts en Ukraine, mais le nombre de civils qui ont été tués à Gaza est bien plus important que le nombre de civils qui ont été tués en Ukraine. Ça veut dire qu'on ne tire aucune leçon de ce qui a été vécu dans l'histoire récente. C'est le triomphe de la force sur le droit, c'est vraiment la défaite du droit, c'est la défaite de la conscience, c'est la défaite de l'humanité et c'est le triomphe de la force pure. Qu'est-ce que vous voyez comme espoir, Pascal Boniface? Parce que quand on vous entend, quand on parle de toute cette actualité quotidiennement, on ne voit pas de perspective. Quelle peut-elle être? Attendre que Benyamin Netanyahou ait un problème de santé, quitte le pouvoir. S'il est remplacé par un de ses alliés, ça ne changera pas grand-chose. Donc tant qu'il n'y aura pas une réaction des Occidentaux qui diront « c'est suffit, assez est assez » et on ne peut plus accepter de soutenir un pays qui se conduit dans des conditions qui sont absolument inverses de nos valeurs, il ne se passera rien. Donc s'il n'y a pas cette prise de conscience, s'il n'y a pas une pression, et les pays européens doivent commencer. Mais pour l'instant, on évoque effectivement une éventuelle remise en cause de l'accord d'association avec Israël. Une fois encore, sans qu'il se passe rien, on se demande combien il faudra-t-il attendre de morts, même si maintenant il y a un peu plus de conscience, il y a un peu plus de protestation, mais c'est très tardif. Cela fait 20 mois que cela dure. Et en fait, certains qui, dès le départ, ont alerté en disant que la réaction militaire israélienne allait être disproportionnée, qu'il ne s'agit pas seulement de déloger, si Israël s'était contenté d'anéantir les chefs du Hamas, je pense que tout le monde était d'accord. Il y avait un élément total de solidarité avec Israël après le 7 octobre, et Israël est en train de mettre à bas cette solidarité totale en faisant une réaction totalement disproportionnée, dont les civils, et notamment les femmes et les enfants, sont les premières victimes. Il y a quand même des enfants qui sont amputés sans anesthésie aujourd'hui à Gaza. C'est absolument inhumain ce qui se passe, et donc effectivement notre humanité est mise en cause. Ce que vous évoquez aussi dans votre livre, avant de nous quitter, c'est de la difficulté de s'exprimer sans être considéré comme antisémite. Oui, alors maintenant, aujourd'hui, certains qui nous qualifiaient d'antisémites quand on disait que c'était pas normal devant les civils, maintenant le font un peu plus aussi. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent contre ce qui se passe, même si vous avez encore des gens qui disent non, tout ceci est très normal, c'est la juste récompense du Hamas, il n'avait qu'à pas faire le 7 octobre. On peut très bien condamner le 7 octobre et condamner la réaction disproportionnée. Mais effectivement, dès que c'est l'arme suprême que Netanyahou utilise avec efficacité, dès que l'on critique Israël, on est antisémite. Donc l'ONU est antisémite, le secrétaire général de l'ONU est antisémite, la Cour pénale internationale est antisémite, les journalistes sont antisémites et la plupart des dirigeants qui protestent contre ce que fait Israël sont antisémites. Donc ce chantage à l'antisémitisme, il ne s'agit pas de nier l'antisémitisme, il existe, il faut le combattre, mais se servir de la condamnation antisémite pour sanctuariser le camp israélien est une arme de dissuasion massive pour une critique légitime du gouvernement israélien. Pascal Boniface, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous parler de votre livre et nous parler de ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza. C'est vrai que c'est un constat affligeant que l'on fait. Alors je vois à l'instant le Hamas qui indique qu'il est prêt à entamer immédiatement un nouveau cycle de négociations. C'est vrai qu'il y a eu cette volonté, ils l'ont indiqué hier, ils étaient prêts à libérer des otages, mais ils veulent l'arrêt, vous le rappeliez, surtout le départ des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Et ça, évidemment, c'est une ligne rouge à laquelle se refusent à la fois les États-Unis et Israël. Merci beaucoup de nous avoir permis d'en parler ce soir.